Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue. Je vais laisser le temps, quelques instants, aux personnes d'arriver. Je vois que ça augmente. On va commencer dans quelques minutes. Bonsoir Shirley. Bonsoir Lucile, bonsoir à tous. Je vois que ça augmente, on va attendre encore un petit peu. On commencera d'ici une ou 2 minutes. J'espère que tout le monde va bien. Ce mercredi soir, j'ai failli dire mardi soir, mais non. Je suis un peu déconnectée avec ce jour férié. Bonsoir tout le monde. Là, je vois déjà que j'ai des conversations dans le chat. N'hésitez pas à écrire sur le chat en bas à droite. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien. On va démarrer dans quelques secondes. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. De toute façon, le temps qu'on introduise tout, je pense que les gens ne vont pas rater le début de la conversation. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. C'est le deuxième webinaire de Case Demi. On avait fait un premier jet en juin avec une intervenante qui s'appelle Sandrine et qui est aussi nutrithérapeute et avec laquelle on avait parlé de stress, un des plus grands mots de la société actuelle. Et aujourd'hui, je suis ravie de revenir avec vous, Shirley, pour parler d'un sujet qui concerne également beaucoup de personnes, à savoir les troubles du sommeil. On a eu beaucoup de participation à tel point qu'on a été complet. Donc, merci à tous de vous être inscrits. Alors, on a aussi beaucoup de personnes qui vont la regarder en replay. Donc, voilà, même si vous, pour les personnes qui participent et qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Après cet email, vous allez recevoir après ce webinaire, vous allez recevoir un email avec toutes les informations dont vous avez besoin et le replay. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à intervenir sur le chat. Le chat est en bas à droite. De toute façon, il y aura un temps pour les questions, donc ne vous inquiétez pas. On va plutôt laisser Shirley présenter d'abord les troubles du sommeil, ce dont on doit voir ce soir. Et puis à la fin, si vous avez des questions, moi, je reviendrai dessus avec Shirley. OK? Alors, c'est parti. Moi, je vais vous présenter le sommaire. Bien sûr, on va faire un premier point sur le sommeil, les chiffres clés, les différents types de sommeil, les phases du sommeil. C'est important de bien comprendre pour bien savoir comment agir. On va ensuite parler des différents troubles du sommeil parce qu'ils sont nombreux. Bien sûr, des conséquences sur la santé, les causes des problèmes de sommeil, hein, parce qu'elles ne sont pas uniquement psychologiques, elles peuvent être nutritionnelles, environnementales. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse tout particulièrement, les solutions. Je pense que c'est là où on mettra un petit peu l'accent ce soir, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Avant d'enchaîner sur les recommandations de Case Demi pour un petit peu concrétiser ce qu'on va voir ce soir. Et puis ensuite, comme je vous le disais en introduction, on fera une FAQ pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, sur le chat, c'est plutôt les commentaires. Vous avez un onglet questions juste à côté. Donc, n'hésitez pas à les mettre ici. Moi, c'est à cet endroit que je vais pouvoir les trier et les poser à Shirley ensuite. Alors, Shirley, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Oui, déjà bonsoir à tous. Merci Lucile pour cette invitation. Je suis ravie de vous présenter ce petit webinaire sur le sommeil, les solutions qu'on va pouvoir trouver. Déjà, je veux m'excuser parce que je suis un petit peu prise aujourd'hui, j'ai un petit rhume, donc je vais essayer de gérer tout ça, mais si vous me voyez me moucher un petit moment, excusez-moi d'avance. Donc moi, je suis nutritionniste et psychothérapeute. Je me suis d'abord formée à la psychothérapie, puis ensuite à la nutrition, à la fac et dans différentes écoles, pour aujourd'hui pratiquer ce qu'on pourrait appeler la psychonutrition. Ça fait une quinzaine d'années que j'officie dans un cabinet et aussi en entreprise. Et depuis peu, je me lance sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment et Instagram, pour essayer de délivrer un peu du contenu plus largement. Aujourd'hui, donc, on va parler du sommeil. Et pour commencer, on va évoquer un petit peu les chiffres clés du sommeil. Ici, vous pouvez voir que selon l'âge que l'on a, on n'a pas du tout besoin du même temps de sommeil. Quand on est bébé, quand on est petit, on a besoin d'énormément d'heures de sommeil. Ça fait partie de la construction de l'être humain. Aujourd'hui, nous, on va parler précisément des adultes. Donc, on peut voir en bas qu'à l'âge adulte,
et ça diffère selon les personnes, on va avoir besoin minimum de 7 heures de sommeil, entre 7 heures et 9 heures. Pour les seniors, c'est un petit peu moins, 7-8 heures. Donc c'est quand même un temps de sommeil qui est important. 40% des Européens souffrent d'un trouble du sommeil. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Et seulement 16% d'entre eux sont traités. Traités, évidemment, c'est pas ici, on n'entend pas forcément des médicaments, mais seulement 16% d'entre eux s'en occupent. Donc le reste subissent finalement. 7 personnes sur 10 se réveillent au moins une fois dans la nuit. Une personne sur 4 dit connaître la somnolence au moins une fois par jour au travail, donc vraiment une fatigue importante, ce qui peut présenter aussi un risque en termes d'accident, par exemple. Et on passe un tiers du temps de notre vie à dormir. 22% des femmes, dans les chiffres clés, souffrent d'insomnie. Donc c'est beaucoup, ça fait presque une femme sur 5 qui souffrent d'insomnie. Un petit peu plus tard, je vais vous détailler ce que sont réellement les insomnies, de quelle catégorie elles font partie. 67% des actifs se réveillent la nuit. Donc là, on voit bien qu'il y a un lien entre le travail, la vie professionnelle et la qualité de sommeil. Ça a un impact très fort, par le biais de l'anxiété notamment, et on va y revenir. 15 à 40% des enfants des 6-12 ans auraient déjà été somnambules, ou en tout cas auraient déjà souffert de terreurs nocturnes. Ça veut dire que les enfants, eux aussi, ont des troubles du sommeil, même petits. 6h48, ça c'est le temps moyen de sommeil en semaine en Europe. Donc on voit que c'est inférieur au minimum requis finalement. Ce qui fait qu'on accumule une dette de sommeil. Si on est toujours en dessous du minimum requis, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure par jour, finalement tout ça s'accumule. Au bout d'une semaine, ça fait déjà plus d'une nuit. Au bout d'un mois, au bout d'un an, vous voyez qu'il y a une dette de sommeil qui devient très importante. 45% des Français ronflent régulièrement. Il y a une petite prévalence pour les hommes, mais en réalité, les femmes ronflent un peu aussi. Et 5 à 15% des Européens souffrent d'apnée du sommeil. Donc, ces deux points-là, on va y revenir un petit peu après, parce que ça fait partie de ce que l'on nomme les hypersomnies. C'est-à-dire que le ronfleur ne se réveille pas alors que ça fait quand même pas mal de bruit. Il existe différents types de sommeil. Le plus connu et le plus utilisé, c'est le sommeil monophasique. Donc, on dort d'un seul bloc. On se couche vers 22h30, 23h et on se réveille le matin. Il existe aussi le sommeil biphasique. Donc, dans ce cas, la personne dort 2 fois par jour. Ça peut prendre 2 formes. Soit le sommeil est segmenté, c'est-à-dire qu'on dort 2 fois pendant la nuit. Ça, c'est un type de sommeil que l'on utilisait beaucoup il y a quelques siècles, quand on était tous plus ou moins des éleveurs et des agriculteurs. Comme on avait des bêtes dont il fallait s'occuper, la nuit était segmentée. Donc on dormait 3 heures au début de la nuit et puis on s'occupait du bétail et on redormait plus tard. Il y a des personnes qui ont gardé cette habitude-là. Donc généralement, c'est des personnes qui vont s'endormir assez tôt, vers 21h, 21h30, dormir 3 ou 4 heures, puis se réveiller. Et là, rester éveillé 2 ou 3 heures selon, et refaire une phase de 3 ou 4 heures de sommeil pour attaquer la journée. Donc ça reste une normalité, hein. On peut se dire dans ce cas-là que la personne souffre d'insomnie, mais pas forcément. C'est quelque chose qui fait partie des choses possibles. Ce sommeil biphasique, il existe aussi en quelque chose qu'on connaît plus, c'est le sommeil plus sieste. Donc là, on dort d'un bloc, un peu plus petit généralement, et finalement, on va faire une sieste dans la journée. Par sieste, j'entends quelque chose qui va durer entre 20 et 30 minutes. Parce qu'on va voir après que si ça dépasse ce temps-là, ça va avoir un impact négatif sur le sommeil finalement. Il existe aussi le sommeil polyphasique, donc plein de phases. Ça, c'est rarement un sommeil que l'on choisit, c'est un sommeil qui est subi. Donc par exemple, les femmes qui allaitent, le personnel hospitalier qui travaille de nuit, mais aussi les pompiers, tous les services d'urgence qui, voilà, sont obligés de faire de petites phases de sommeil. Ça a un impact d'ailleurs assez délétère sur la santé à long terme.
Notre sommeil, il est découpé en 3 phases. La première phase, c'est le sommeil lent léger. Donc, elle représente en tout 50 de notre temps de sommeil. Dans ce cas-là, notre activité cérébrale est ralentie. On se réveille assez facilement à ce moment-là, hein. S'il y a un bruit, une lumière un peu forte, ça va nous sortir, du sommeil. Et on a parfois la sensation de tomber ou des soubresauts, hein, un muscle, un bras, une jambe qui d'un coup, fait un soubresaut. À la suite de ce sommeil-là, il arrive le sommeil lent profond. Donc lui, il représente 20 de la totalité de notre nuit, si tout va bien. Là, notre activité cérébrale, elle est très ralentie. Notre cerveau, il est beaucoup moins sensible aux sollicitations extérieures, on entend moins, on voit moins les choses. À ce moment-là, notre respiration, elle est calme et profonde. Ça, c'est la phase la plus réparatrice physiquement. En fait, là, on produit des molécules anti-inflammatoires très puissantes à ce moment-là. À la suite de ce sommeil lent profond arrive celui qui est paradoxal, qui représente 20 du temps total. Ça, l'activité cérébrale est quasi aussi intense qu'à l'éveil, très actif. Là, si on observe un dormeur à ce moment-là, on peut voir ses yeux bouger sous ses paupières. Il y a vraiment une activité cérébrale très intense. Pourtant, on dort. C'est à ce moment-là d'ailleurs que peuvent survenir les phases de somnambulisme et c'est là que l'on range nos souvenirs. Là, on va ranger les souvenirs de la veille, que tout est mélangé, la série qu'on a regardée, mais la journée qu'on a passée, voilà. Tout ça se range à ce moment-là. Donc, ces différentes phases, on les range, on les met classiquement dans un train, le train du sommeil. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc ce train du sommeil, selon les personnes, il dure entre 90 minutes et 110 minutes. Il y a une petite phase, la locomotive là, qui est devant, la phase d'endormissement. Donc c'est une phase où on est encore éveillé, mais où on commence à avoir les idées qui sont un peu floues, on commence à bâiller. Ça, le bâillement, c'est un signal qui est très important parce que quand on commence à bâiller, ça veut dire que le train arrive. Donc vous avez environ 10 minutes, un quart d'heure grand max pour prendre le train à partir du premier bâillement. Si, on attend trop et qu'on laisse passer, il va falloir attendre le train suivant. Il faut vraiment être attentif à ces bâillements. Ils arrivent pas forcément que le soir, hein, d'ailleurs, hein, dans la journée, des fois on se met à bâiller. Ça représente une des phases et vous allez voir qu'en observant, vous pourrez voir la prochaine phase. Voilà, donc ça va être, selon les personnes, comme on disait, entre 1h30 et 2 heures. Donc en tout cas, le soir, quand vous sentez ce train arriver, que vous bâillez, il faut aller vous coucher le plus rapidement possible et pas se mettre à ce moment-là à faire des activités diverses et variées, par exemple préparer la journée du lendemain, parce qu'on rate le train du sommeil et dans ce cas-là, il faudra automatiquement attendre 1h30 de plus pour pouvoir trouver le sommeil. Si on va se coucher là d'ailleurs, en ayant raté la locomotive, on reste les yeux grands ouverts et on ne trouve pas le sommeil. Ensuite, nos 3 phases, s'enchaînent, et après, les trains se suivent, hein, généralement pendant la nuit, on va le voir après et il y a quelques minutes de latence où soit on se réveille, on peut faire des micro-réveils, on s'en souvient ou on ne s'en souvient pas ou des fois on change de position. Donc ici, on voit que les trains s'enchaînent, hein, chaque colonne est un train. Au début de la nuit, on voit que les phases de sommeil ne sont pas égales. Le sommeil lent profond, qui est le carré le plus foncé, qui est au milieu, vous voyez qu'il est plus important dans les premiers trains du sommeil. Donc au plus la nuit avance, au moins la phase de sommeil lent profond, donc très réparatrice, très anti-inflammatoire, est importante. C'est pour ça que dans le langage courant, on dit que les heures avant minuit comptent plus que les autres. C'est pas tout à fait minuit, mais en tout cas, les premières phases du sommeil dans la nuit vont être beaucoup plus réparatrices que les autres. Et on voit qu'après, la matinée arrivant, c'est le sommeil paradoxal, hein, donc le rangement, la mémoire qui va être privilégiée. C'est pour ça que des fois, quand on se réveille, on se souvient du rêve, parce qu'on était en pleine phase paradoxale. Là, on va parler maintenant des différents troubles du sommeil qui existent. On les range en 3 catégories, hein, les troubles du sommeil. Ce qu'on appelle les dysomnies,
Donc les insomnies en font partie. Donc l'insomnie, c'est se réveiller au milieu de la nuit, pas en sommeil biphasique, hein, mais se réveiller avec l'impossibilité de se rendormir quoi qu'il arrive. Ça, c'est une insomnie. Le décalage horaire aussi, le jet lag, pour les gens qui voyagent beaucoup, ça fait partie des dysomnies, ça décale complètement, le sommeil. Il y a aussi les hypersomnies, je l'évoquais tout à l'heure avec les ronflements, les apnées du sommeil. Il y a aussi la narcolepsie, donc bien sûr que beaucoup moins de personnes sont touchées par la narcolepsie, c'est-à-dire c'est la maladie du sommeil, on s'endort partout et tout le temps, sans aucun contrôle là-dessus. Et les somnolences diurnes, dans les hypersomnies, donc qui peuvent être liées à la fatigue ou à autre chose. Les 2 réunis, hein, les dysomnies et les hypersomnies, on arrive quand même à 27 de la population européenne, ce qui est beaucoup. Ensuite, on a les parasomnies. Ça va toucher plus largement les enfants, mais ça touche aussi certains adultes, donc les cauchemars, les terreurs nocturnes et le somnambulisme. Donc 17 des enfants, sont touchés et 4 des adultes. Donc si on ajoute les 27 et les 4 on arrive quand même à 31 de la population européenne qui a des troubles du sommeil. Manquer de sommeil, ça a des conséquences assez importantes sur la santé. On va voir ensemble lesquelles. Déjà, la première d'entre elles, enfin la première, il y a pas d'ordre, mais en tout cas, manquer de sommeil, ça fait prendre du poids. Pour 2 raisons. Quand on manque de sommeil, déjà, on est fatigué, donc on manque d'énergie dans la journée. On va donc essayer de la trouver ailleurs. On va la trouver dans les aliments gras, sucrés, qui donnent une énergie tout de suite. C'est un piège, hein, parce que finalement, ça ne donne pas d'énergie longue durée. Mais en tout cas, naturellement, c'est là-dessus qu'on va se tourner. Donc, par ce biais-là, on peut prendre du poids. Et il y a aussi autre chose, lorsqu'on manque de sommeil, nos 2 hormones qui gèrent la faim ne sont plus émises de la même manière. Une de nos hormones qui gère la faim s'appelle la gréline, c'est elle qui ouvre l'appétit. Quand on manque de sommeil, on la sécrète beaucoup plus, donc on a plus faim. Alors que l'autre qui la combat, ça s'appelle la leptine, elle gère très bien la satiété et en fait, quand on dort mal, eh bien, on la produit beaucoup. Manquer de sommeil, ça augmente le risque de diabète, par, finalement un déséquilibre de la balance insuline-glycémie. Ça abîme la peau. La nuit, finalement, notre peau se répare. Le matin, elle contient plein de petites molécules anti-inflammatoires qui la préparent pour la journée. Donc manquer de sommeil, finalement, c'est se priver de ça. Petite parenthèse, ça n'a un peu rien à voir avec le sujet du jour, mais du coup, se décaper de la peau le matin avec, quelque chose un peu abrasif, bah, c'est dommage parce qu'elle avait produit plein de choses, qui la protègent. Les troubles du sommeil augmentent les risques de mort prématurée. Alors, on va le voir, mais par les maladies cardiovasculaires et aussi par, le risque d'accident qui est plus élevé puisqu'on a une fatigue. Ça provoque des dépressions, ça c'est assez documenté, hein, les gens qui souffrent de dépression souffrent aussi beaucoup de troubles du sommeil. Affaiblit le système immunitaire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais quand on est fatigué, on attrape beaucoup plus les petits virus, de l'hiver, comme moi aujourd'hui. Ça nuit au fonctionnement cardiovasculaire, donc au cœur, hein, qui est un muscle et qui a vraiment besoin de ce moment-là pour se refaire et ça affecte la mémoire et le cerveau et ça, on l'a tous aussi déjà observé. On a beaucoup de mal à c'est la mémoire vive, hein, comme on pourrait dire, la mémoire immédiate qui est altérée quand on manque de sommeil. Il y a des causes, aux problèmes de sommeil. Ici, je les ai classées dans 3 catégories. La 1re catégorie, ce sont les causes nutritionnelles. C'est vrai qu'il y a des fois, on peut faire des petites erreurs, des mauvais choix, nutritionnels, particulièrement le soir. Alors, qu'est-ce qui va impacter la qualité de votre sommeil? L'excès de sucre, le sucre rapide comme on dit, qu'il soit dans l'alimentation, donc ça peut être, des bonbons, des chocolats, des choses qu'on peut grignoter devant la télé le soir par exemple, mais aussi l'excès de sucre sous forme de boissons. Donc les sodas évidemment, les jus de fruits aussi sont des produits qui sont très sucrés. Dans un verre de jus de fruits, vous retrouvez autant de sucre que dans un verre de coca classique, c'est-à-dire environ 7 sucres. Les boissons qui sont un peu plus healthy aussi, par exemple le thé vert qui est une très bonne boisson, mais si elle est sucrée, voire très sucrée, comme c'est le cas des fois, on passe dans la catégorie des excès de sucre. Dans cette catégorie, il y a aussi la consommation d'aliments raffinés, c'est-à-dire tous les produits blancs.
le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches. Finalement, ce n'est pas du sucre rapide, mais leur index glycémique est très élevé. Ça veut dire qu'ils vont très rapidement faire augmenter votre glycémie sanguine. Ce qui fait que la glycémie augmentant, votre corps va envoyer de l'insuline pour essayer de gérer ce truc-là, ce pic-là. Les hausses et baisses comme ça, eh bien, ça produit du cortisol et de l'adrénaline qui sont donc les hormones de l'éveil qui sont produites le matin. Donc, si on en produit le soir, eh ben, on va avoir une qualité de sommeil qui est perturbée. L'excès de protéines animales le soir aussi va perturber l'endormissement déjà et la qualité du sommeil, surtout dans la première partie de la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les protéines animales en trop grosse quantité augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire la température corporelle. Le soir, pour s'endormir correctement, on a besoin d'une petite baisse de température corporelle. Si on reste à 37,5 comme c'est le cas d'habitude, ou qu'on est un petit peu au-dessus, on ne va jamais trouver le sommeil finalement. C'est pour ça qu'il faut des chambres fraîches. Et si on a mangé beaucoup trop de protéines animales, et c'est le cas particulièrement de la viande rouge, l'endormissement va être beaucoup plus compliqué et souvent retardé. Dîner trop gras, donc des aliments qui sont trop gras. Le gras va lui participer à la hausse de l'orexine, qui est donc une molécule de l'éveil. Voilà, pareil, qui doit être donc produite plutôt le matin ou le midi. Il y a d'autres molécules aussi qui sont plus connues, mais qui perturbent la qualité du sommeil. La caféine, bien sûr, puisque c'est un excitant, que l'on va retrouver aussi un peu dans le thé. Hein. Il y a un peu de caféine dans le thé, il y a aussi de la théine, bien sûr. On y est plus ou moins sensible. Il y a aussi des personnes, et on en parlait avec Lucille, pour qui la caféine n'a aucun impact. Au contraire, ça peut même les faire dormir. Donc, si vous êtes dans cette catégorie-là, ben, ok, pas de problème. Par contre, si vous êtes un peu sensible à ces molécules et que vous le savez, et que vous avez par ailleurs des troubles du sommeil ou un sommeil un peu perturbé, évitez de prendre ces excitants à partir de 14 heures, max. Max, max. Donc, les cafés, dans la santé, dans les recommandations de santé, on dit que 2 ou 3 cafés par jour, c'est raisonnable ou moins, hein, bien sûr, mais pas au-delà, parce qu'après, ça devient quelque chose qui est un peu plus compliqué à gérer. Et voilà, le thé, on peut en boire plus, mais il faudrait que ce soit avant 14 heures. L'alcool est un piège parce que finalement, souvent, l'alcool, ça aide à s'endormir. Par contre, ça perturbe la qualité du sommeil à partir du milieu de la nuit. Milieu et fin de nuit, là, on dort beaucoup plus mal. La température corporelle s'élève, hein, donc c'est notre ennemi la nuit. Et donc, on a des réveils prématurés et la qualité du sommeil n'est pas bonne du tout. Quand on boit de l'alcool, la phase de sommeil profond est quasiment inexistante. Le manque de micronutriments, pardon, aussi, on va y revenir plus en détail tout à l'heure, donc magnésium, vitamine B, et le surpoids, pour plein de raisons, et notamment parce que le surpoids provoque des ronflements, des apnées du sommeil qui altèrent grandement la qualité. La deuxième catégorie des causes des troubles du sommeil, ça va être les facteurs psychologiques. Il y a des moments dans la vie où effectivement, ce qui se passe dans notre vie va provoquer une insomnie. Des changements professionnels, un déménagement, un deuil, un divorce, une maladie. Tout ça, évidemment, va avoir un impact sur notre sommeil. C'est logique. On appelle ça une insomnie aiguë. Ça ne peut pas être autrement. Et généralement, ça passe avec le temps. Cette insomnie aiguë peut se transformer en quelque chose de chronique. Comment finalement? Déjà, on a des facteurs prédisposants en termes de personnalité. Les sujets hyper vigilants, hyper émotifs, anxieux, une tendance à la rumination la journée mais aussi la nuit, une tendance au perfectionnisme, à se mettre la barre très haut à soi-même et aux autres généralement, au niveau d'exigence envers soi-même, hein, ça va un peu avec le perfectionnisme. Symptômes dépressifs, ça c'est autre chose. Mais si on a déjà ce type de personnalité-là, on a des facteurs prédisposants à une mauvaise qualité de sommeil. Facteurs ruminants, on pense beaucoup la nuit. Il y a aussi des facteurs d'entretien, la surestimation de l'importance du sommeil. Donc, c'est-à-dire, on se dit à soi-même,
il faut que je dorme. Il faut que je dorme, c'est important. Si je ne dors pas demain, je ne vais pas pouvoir faire mes activités ou je vais être moins productive au boulot. Enfin, ça va être catastrophique. Au plus on se met la pression en se disant que ça va être catastrophique et qu'il faut qu'on dorme vite, généralement, au moins on dort. Au plus la pression augmente, l'angoisse augmente, l'anxiété autour de cette thématique du sommeil et finalement on ne s'endort pas. L'idéal, je sais que c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais ce serait de lâcher prise. Quoi qu'il arrive, que vous vous disiez il faut que je dorme, il faut que je dorme, ou que vous ne vous disiez rien, ça ne va pas avoir un impact différent. Alors, essayez à ce moment-là de débrancher la prise, de penser à autre chose, voire de faire autre chose, hein. C'est vrai que quand on ne trouve pas le sommeil au bout d'un certain nombre de minutes, on va dire qu'entre 30 et 45 minutes, il faut se lever. On ne le trouvera pas. Il faut faire autre chose. Alors une activité plutôt qui va provoquer le sommeil, la lecture par exemple, c'est une très bonne idée. Éviter d'aller sur un téléphone par exemple. Faible tolérance à l'inconfort et c'est le cas aussi dans le lit, hein. On change beaucoup de position parce que là, comme ça, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on a chaud, on a froid, on a mal. Et à l'incertitude, ça va souvent avec la personnalité dans la vie, comportement inadapté. Donc le stress, l'anxiété, la charge mentale, comme on dit, ce sont vraiment des ennemis du sommeil. C'est clairement eux qui ont l'impact le plus important sur notre qualité de sommeil. Et c'est bien pour ça que 67% des actifs, comme on l'a vu au départ, ont des troubles du sommeil. C'est bien lié à ce qui se passe pour eux la journée et à tout ce qu'ils doivent gérer dans leur vie perso et professionnelle. Il y a aussi des causes qui sont environnementales. Par exemple, la literie. Ça, c'est un domaine sur lequel on n'investit pas toujours assez. Au fond, donc on disait un tiers de notre vie passée à dormir, donc entre 25 et 30 ans, hein, pour les plus chanceux. Euh, donc, il faut vraiment investir dans sa literie. Un matelas trop vieux ou mal adapté à la morphologie. Parce que des fois, on dort avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même morphologie que nous, finalement. On peut avoir d'un côté quelqu'un qui est costaud, qui est plutôt lourd, qui est grand, et de l'autre côté, une personne fine, mince et légère. Et du coup, ces deux personnes n'ont pas du tout besoin de la même literie. Et donc, potentiellement, elles peuvent dormir mal toutes les deux, parce que la literie n'est adaptée ni à l'un ni à l'autre. Les oreillers aussi ont une grande influence sur la qualité du sommeil. Un oreiller qui est mal adapté à la position dans laquelle vous dormez, hein, selon si vous dormez sur le côté, le dos ou le ventre, il faudra choisir un oreiller différent. Il y a des petits questionnaires et des sites qui sont spécialisés là-dedans, mais c'est très important parce que sinon ça peut créer des torsions cervicales et puis même provoquer des céphalées dans la journée. L'excès de lumière dans la chambre, donc les réveils, il y a des réveils qui ont vraiment, une luminosité beaucoup trop forte pour, le sommeil. Mais aussi les téléphones. Vraiment idéalement, faut pas que son téléphone soit dans sa chambre si c'est possible. Vraiment le charger ailleurs, heu et si c'est lui qui sert de réveil, on l'entend aussi dans une autre pièce. Voilà, ça vraiment idéalement entre les lumières qu'il émet la nuit et les ondes qu'il émet, ça perturbe quand même pas mal votre nuit. L'environnement bruyant, donc une machine à laver par exemple qui fonctionne la nuit, les notifications des téléphones ou des ordinateurs qu'on entend. Donc ça, si on entend une notification de téléphone, ça allume la charge mentale immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un truc en plus à faire demain? Donc ça, c'est vraiment contre-productif. Une température de la chambre trop élevée, donc notre corps a besoin d'être un tout petit peu plus froid que d'habitude pour pouvoir s'endormir. Donc une température idéale, c'est entre 18 et 20 degrés. C'est facile à gérer l'hiver, ça l'est moins l'été, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une clim, donc effectivement, d'ailleurs l'été, on s'endort beaucoup moins bien. L'excès d'écran aussi avant d'aller se coucher, donc tout particulièrement les écrans à lumière bleue, donc c'est-à-dire les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Eux émettent une lumière bleue, c'est la lumière émise naturellement par le soleil le matin. C'est pour ça que notre cerveau ne comprend pas à ce moment-là que c'est la nuit. La télé n'a pas le même impact. La télé produit très peu de lumière bleue finalement. Ce qui va pouvoir être excitant, c'est plutôt ce qu'on regarde à la télé. Si c'est quelque chose, soit qui demande un investissement intellectuel ou là, une série qu'on suit et dont on a envie de savoir la suite, ça peut éveiller un peu trop notre cerveau finalement.
Les écrans à lumière bleue, il faut arrêter 2 heures avant d'aller se coucher, environ, pour que le cerveau ait le temps de comprendre que non, c'était pas la lumière réelle du soir. La télé, ça peut être un peu plus tard. Il y a des petits logiciels gratuits qui existent pour mettre sur les téléphones, tablettes ou ordi, qui transforment la lumière, qui vous font de la lumière orange. Du coup, vos appareils émettent de la lumière orange. Je me souviens plus du nom, je vais essayer de m'en souvenir d'ici la fin. Ça s'appelle Lux quelque chose. Je vais retrouver. Du coup, quelles sont les solutions? Parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Dans les solutions, on va essayer de gérer nos neurotransmetteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un neurotransmetteur? C'est une molécule chimique, un messager chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à un autre au niveau de la synapse. La synapse, c'est le petit espace qui se trouve entre les deux neurones et par là que transitent les informations et tous les messagers chimiques. Il y a 4 principaux neurotransmetteurs. Il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, on va parler des 4 principaux. D'abord, il y a la dopamine, qui est un starter. La dopamine, c'est vraiment elle qui vous motive. Elle vous aide à vous concentrer, elle vous fait créer des projets. C'est la création aussi, la dopamine. Avec elle, il y a la noradrénaline, c'est sa cousine. Elle va accélérer l'effet de la dopamine. Donc, on va mieux s'adapter au changement, on va être très réactif, efficient, efficace. Après tout ça, il faut des freins parce que sinon, on serait tout le temps à fond. La sérotonine est notre frein. Elle permet, on l'appelle l'hormone du zen, hein, souvent. Elle permet de ralentir. Elle va avoir un impact sur l'humeur. Quand on manque de sérotonine, on est agressif, intolérant au changement, plus susceptible d'être stressé ou anxieux. Et elle a aussi une influence sur la prise alimentaire. Si on manque de sérotonine, on va essayer d'aller la chercher dans l'alimentation parce qu'elle se synthétise grâce aux glucides. Donc, on va avoir des fringales entre 17 et 18 heures, des fringales sucrées. Ça, c'est très souvent le signe d'un manque de sérotonine. Enfin, la mélatonine, qui, elle, est vraiment le neurotransmetteur du sommeil, elle, c'est le stop. Donc, quand elle est là, on dort. Ces neurotransmetteurs, ils ont tous une place au cours de notre journée. La dopamine et la noradrénaline, donc les starters, qu'on appelle les catécholamines, hein, ce sont les boosters, elles ont cours le matin, donc entre le moment de notre réveil et 13 ou 14 heures l'après-midi. Elles se synthétisent toutes les deux grâce aux protéines et grâce à la tyrosine que contiennent les protéines. C'est pour ça que c'est très important de manger un petit déjeuner protéiné, qu'elle soit animale ou végétale d'ailleurs, peu importe, mais c'est important qu'il y ait environ 2 fois plus de protéines dans votre petit déjeuner que de glucides. Une fois ce moment de boost passé, donc la matinée, il faut que votre corps produise la fameuse sérotonine jusqu'au soir pour que la mélatonine arrive. Tous ces neurotransmetteurs sont interdépendants. Si l'un est mal synthétisé à un moment, par exemple si le matin on ne synthétise pas de dopamine, eh ben ça va avoir un effet même sur la synthèse de la mélatonine le soir. Donc c'est très important que tout soit au bon endroit. Je vous le disais juste à l'instant, mais donc la sérotonine, elle, se synthétise grâce aux glucides, donc aux féculents notamment, plutôt complets. On va y revenir. L'assiette idéale pour le dîner, pour vous donner une petite idée, elle doit être composée à 50% de végétaux. Ça, de toute façon, c'est l'assiette du soir, mais c'est aussi l'assiette du midi. On est vraiment fait en tant qu'être humain pour manger énormément de végétaux. On n'en mange pas du tout assez dans notre société moderne. Les végétaux, ils contiennent des fibres qui font baisser la glycémie. Donc ça, c'est parfait. Plus les micronutriments du sommeil, donc les vitamines du groupe B que l'on citait tout à l'heure, mais aussi le magnésium, beaucoup aussi de minéraux du sommeil. Avec, il faut un quart de glucides, donc un précurseur de la sérotonine et donc de la mélatonine. Il faut idéalement qu'ils soient complets ou semi-complets. Pareil, comme ça, leur glycémie est beaucoup moins élevée. Ça ne fait pas de pic de glycémie. Ça va vous faire donc synthétiser la sérotonine. Et en plus, ça cale un petit peu. Dans certains régimes, quand on veut perdre du poids, on entend qu'il ne faut pas manger de féculents le soir.
Quand on a des troubles du sommeil, ce n'est pas du tout une bonne idée. Si vous êtes raisonnable dans la quantité de féculents que vous mangez le soir, c'est-à-dire un quart de l'assiette, ça ne vous fera pas prendre de poids. Par contre, ça va vous aider à dormir correctement. Et un quart de protéines, animales ou végétales, peu importe, pas d'excès. Donc un quart, c'est pas énorme, c'est une centaine de grammes, entre 80 et 100 grammes max. En fait, les protéines, elles vont quand même avoir l'utilité de produire le tryptophane, précurseur donc lui aussi de la sérotonine. Donc voilà une assiette qui va bien visuellement. Il y a aussi des compléments alimentaires qui vont pouvoir vous aider à gérer ces neurotransmetteurs. Déjà, la première catégorie, ce sont les plantes adaptogènes. Alors, il en existe beaucoup, là, j'en ai cité que quelques-unes. L'ashwagandha, la rhodiole, l'éleutérocoque ou le CBD, qui est très en vogue aussi en ce moment, font partie des plantes adaptogènes. C'est-à-dire qu'elles aident votre organisme à s'adapter au stress, à l'anxiété, au stress chronique durant la journée. Ça améliore l'humeur. C'est pas du tout des plantes qui vont avoir un côté sédatif. C'est pour ça qu'il faut les prendre le matin, parce qu'au contraire, elles vous éveillent, elles éveillent votre efficacité. Par contre, le stress a beaucoup moins d'impact négatif sur vous. Elles sont très intéressantes. Ce sont aussi des plantes surrénaliennes. Elles vont favoriser le bon fonctionnement de vos glandes surrénales, qui sont les petites glandes du stress. Donc, il faut les prendre plutôt dans la matinée et éviter, bien sûr, pendant la grossesse et l'allaitement. Les micronutriments qui sont essentiels à la qualité du sommeil, c'est le magnésium qui est assez connu pour le stress. Au plus on est stressé, au plus on perd de magnésium. Donc, si vous êtes très stressé, il faut que vous en preniez régulièrement. Il en existe sous plusieurs formes, en poudre, mais il y en a de très bonne qualité. Les vitamines du groupe B aussi sont très importantes puisque beaucoup des nutriments, des neurotransmetteurs qu'on vient d'évoquer dépendent de ces vitamines-là. Le taux de fer aussi. Les neurotransmetteurs, notamment la dopamine, la sérotonine, dépendent de votre taux de fer. La sérotonine, elle est fabriquée en grande majorité, 90%, dans votre intestin. Et si on a un statut en fer qui est trop bas, la synthèse sera très mauvaise. Les femmes en âge de procréer manquent très, très souvent de fer. Donc, il faut chercher. Avant de se complémenter, quelle que soit la complémentation, et tout particulièrement le fer, je vous conseille de faire un bilan sanguin pour que ce soit quelque chose de scientifique, d'exact. Le fer, par exemple, il faut être sûr de manquer de fer pour en prendre. Le fer en excès, c'est quand même un pro-oxydant. Dans la nature, d'ailleurs, on le voit rouiller. C'est un peu une image. Mais c'est ce qui pourrait se passer à l'intérieur de votre organisme si vous consommez trop de fer alors que vous n'en avez pas besoin. Donc, un petit bilan sanguin pour faire le point et ensuite vous entamez une complémentation. Donc, ces micronutriments réduisent la fatigue, permettent au système nerveux de fonctionner normalement. Ça, c'est des micronutriments qu'on utilise en cure. 2 mois. 2 mois, puis vous arrêtez 2 mois, puis 2 mois, puis vous arrêtez 2 mois. Contre-indication, c'est l'insuffisance rénale. Les neurotransmetteurs aussi existent en complément. Le tryptophane, le GABA qu'on n'a pas évoqué, mais qui fonctionne un petit peu comme la sérotonine, la mélatonine. Donc là, ils fonctionnent comme on vient de le décrire. Donc, ce sont vraiment les messagers. Ils vont dans votre synapse et ils envoient le message au cerveau. Ils sont dépendants des micronutriments qu'on vient de citer. La posologie, c'est vraiment en fonction du neurotransmetteur qui vous fait défaut finalement. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est la dopamine? Est-ce que c'est la sérotonine? Donc, il faut prendre quelque chose qui est adapté. Dans ce cas, il y a des questionnaires qui existent en ligne d'ailleurs qui sont gratuits sur est-ce qu'on manque de dopamine, de sérotonine. Vous pouvez essayer de tester comme ça ou de vous rapprocher d'un professionnel de santé. Les contre-indications, la prise d'antidépresseurs, puisque finalement, la griffonia, par exemple, qui est une plante africaine extrêmement efficace, qui est un précurseur de la sérotonine, elle va fabriquer de la sérotonine qui va se retrouver dans la synapse. Quand on prend des antidépresseurs, ce sont souvent des IRS, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc en fait, j'empêche le neurone de capturer la sérotonine qui est dans la synapse. Donc si on prend les deux en même temps, un qui synthétise beaucoup de sérotonine et l'autre qui bloque la réabsorption, ça fait beaucoup trop de sérotonine dans le cerveau, dans la synapse, et c'est un véritable danger. C'est un danger vital. Donc il ne faut absolument pas faire ça. Grossesse, allaitement, évidemment, et l'épilepsie. Ensuite, il y a les plantes sédatives.
Donc j'en ai pas cité beaucoup, mais vous allez voir après dans les tisanes, il y en a bien d'autres. L'escolzia, la valériane, donc ça, c'est vraiment des plantes qu'il faut prendre en soirée, hein, parce qu'elles vont avoir tendance à ralentir votre fonctionnement. Elles favorisent l'endormissement, elles augmentent la qualité du sommeil, hein, durant toute la nuit. 1 heure avant de se coucher à peu près, c'est un bon timing. Contre-indication, pareil, grossesse, allaitement, enfants et adolescents. Voilà, ça c'est vraiment les plantes sédatives, on ne s'en sert pas. La mélatonine, hein, d'ailleurs, non plus. La mélatonine, elle existe en spray. Ça, c'est pour les difficultés d'endormissement. Donc, elle a une action très rapide, 20-30 minutes, on la laisse poser un peu sous la langue. Et la mélatonine existe aussi en cachet ou en gélule. Il y a des mélatonines que l'on appelle retard, LP généralement, qui vont avoir une dispersion longue, donc environ 3 ou 4 heures après vous être endormi. Les enfants et les adolescents ne peuvent pas prendre de mélatonine. Les tisanes, donc voilà, là on développe un peu les plantes sédatives finalement. Donc la valériane, elle diminue l'agitation nerveuse. La passiflore aussi, elle est super, elle apporte un sommeil réparateur tout au long de la nuit. Le houblon, qui aide à l'endormissement. Le tilleul, lui, tout comme la valériane, il diminue l'agitation nerveuse. La camomille, elle est connue, hein, depuis des siècles, efficaçement et sédatif. Et l'aubépine, qui en plus de son côté sédatif, va avoir un côté antispasmodique. Donc voilà, selon les plantes, il y a des temps d'infusion différents. En bref, il faut essayer de changer ses habitudes, hein, celles sur lesquelles on a un pouvoir. Vraiment, le sommeil, ça s'élabore. Donc, idéalement, dormir et se réveiller à heure fixe. Parfois, on se dit, ben, je récupère le week-end. Dormir un petit peu plus le week-end, c'est pas un problème, dormir 1 heure de plus, mais si vous dormez 5 heures de plus le week-end, 4 ou 5 heures de plus, des grosses grasses mat, ça va avoir un impact négatif finalement sur l'ensemble de votre sommeil. Utilisez votre lit pour dormir uniquement, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, sortez, faites autre chose et votre lit, alors bien sûr que si on a un studio, bah, c'est compliqué, j'entends bien. Essayez en tout cas d'utiliser votre lit pour dormir, pas forcément pour regarder la télé ou pour faire d'autres activités. Éviter la sieste la journée, là, on parle bien de la sieste qui serait trop longue, parce qu'une petite sieste de 20 ou 30 minutes, c'est au contraire très, très bénéfique en termes de santé, surtout si on a raté un peu de sommeil la nuit précédente. Mais pas plus que ça, et surtout pas de sieste tardive. Faire une sieste à 17 heures, bien sûr que ça aura un impact négatif sur votre endormissement. Manger léger le soir, on a vu comment. Évitez les boissons riches en caféine ou en théine excessivement, en tout cas arrêtez vers 14 heures. Relaxez-vous, donc ça, je pense que c'est la clé de voûte finalement du sommeil. La relaxation, le lâcher prise, comme on pourrait dire. Vous allez voir qu'après, il y a une petite technique qui est assez efficace. Faites du sport régulièrement. Le sport a vraiment un impact très positif sur la qualité du sommeil quand il est fait durant la journée. C'est sûr que le sport en soirée, lui, par contre, il fait augmenter la température corporelle, donc il va falloir un temps assez important pour que ça redescende. Mais quand vous faites du sport la journée, votre sommeil est de meilleure qualité. Éteignez les écrans, on l'a vu, donc environ 2 heures avant si c'est des écrans à lumière bleue. Dormez dans le silence et le noir complet. Ça, c'est très important. Effectivement, il y a des endroits où ça n'est pas possible. Si on est à côté d'une fenêtre où il y a des néons dans la rue qui clignotent toute la nuit, ben, on n'y peut pas grand-chose. Ou quelque chose de bruyant à côté de son appartement. Dans ce cas-là, il faut peut-être investir dans un petit masque, par exemple, des boules caisses où je sais que maintenant, il y a des bandeaux anti-bruit qui sont quand même beaucoup plus confortables finalement que les boules caisses. Mais c'est aussi assez important. La température de la chambre, on en a déjà parlé. La petite technique que vous connaissez peut-être, dont je vous parlais, pour faire finalement baisser l'anxiété et pour aider à la relaxation, c'est la cohérence cardiaque. Elle s'appelle comme ça parce qu'en fait, elle va mettre en cohérence votre système sympathique et parasympathique par le biais de la respiration. Vous voyez là sur la gauche que lorsqu'on est dans l'anxiété, on est dans un chaos cardiaque. Nos pulsations cardiaques ne sont pas du tout régulières. Et dans ce cas-là, on ressent du stress, des émotions désagréables, de la peur qui n'est pas forcément justifiée, de la colère et du chagrin. Excusez-moi, c'est le petit moment où je prends un petit mouchoir.
Voilà, pardon, j'avais tenu jusque-là. Donc dans ce cas-là, nos fonctions cognitives sont inhibées, on raisonne mal, on apprend mal aussi et on peut avoir des comportements impulsifs, agressifs et imprudents. Alors que, quand l'onde, entre nos 2 systèmes est plus régulière, on se sent bien. On a des pensées positives naturellement, hein, on est dans la bienveillance envers autrui, la gratitude et l'amour. Dans ce cas-là, nos fonctions cognitives sont optimales, ça renforce notre stabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est moins impacté par le comportement des autres, ça a moins d'impact sur nos propres émotions. La résilience, hein, c'est-à-dire se remettre de quelque chose qui nous a touchés, se remettre facilement et la clarté mentale. Cette technique, on l'appelle la méthode 3-6-5. Donc, elle se pratique idéalement 3 fois par jour. C'est ce qui a été étudié scientifiquement. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études, hein, si ça vous intéresse là-dessus. Il y a des livres aussi qui ont été écrits. Donc 3 fois par jour, c'est la vraie méthode. Donc, réveil, déjeuner, coucher ou alors, hein, à vous de voir ou le midi en rentrant à la maison et en allant se coucher. 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire. Ce que je vous conseille plutôt que de compter, parce que finalement ça ne va pas vous permettre de lâcher prise facilement, c'est de vous servir peut-être de petites vidéos qu'on trouve facilement sur Internet, hein, sur YouTube, même dans votre moteur de recherche, vous pouvez taper cohérence cardiaque. Les vidéos sont gratuites et vous avez des balles qui montent et qui descendent. Donc évidemment, il faut inspirer quand elles montent et expirer quand elles descendent. Il y en a des milliers, il y a même des applis qui sont gratuites si vous voulez le faire en dehors de chez vous. Ça fonctionne très bien la cohérence cardiaque, je voulais vous dire ça aussi et on peut même mesurer son effet sur les molécules inflammatoires du sang. Si on fait un bilan biologique avant la pratique et 1 mois après la pratique de la cohérence cardiaque, tous les indicateurs de l'inflammation en sanguin ont diminué. Ça veut dire qu'on souffre moins. Lorsqu'on a des pathologies inflammatoires chroniques, c'est très important. Même si on n'en a pas d'ailleurs. Pour le côté psychologique, donc voilà, il y a aussi bien sûr la cohérence cardiaque, c'est super parce qu'elle est facile d'accès, je trouve. Ça dure 5 minutes, on peut trouver nos 5 minutes pendant la journée, c'est gratuit, c'est pour ça que c'est celle qu'on plébiscite souvent. Mais il y a aussi la méditation qui est extraordinaire, la sophrologie, les différents types de relaxation qui fonctionnent aussi très, très bien. Vraiment le secret pour que, ça marche, c'est la régularité. Il faut que ce soit au quotidien. Naturellement, on va avoir tendance à attendre d'être au bout du rouleau, c'est-à-dire être déjà complètement submergé par le stress, l'anxiété pour essayer de se faire 5 minutes de respiration, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on finalement on prend en charge le terrain. Il vaut mieux le faire tous les jours sans attendre d'être vraiment au pied du mur. Je vais laisser de nouveau la parole à Lucille pour qu'elle vous explique un peu. Merci beaucoup Shirley, c'était super intéressant. Bon, forcément, je ne suis pas l'outil, j'adore la nutrition et puis tout ce qui est micronutrition, donc c'est parfait. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça va vous aider à mettre en place de nouvelles habitudes qui vont vous permettre d'avoir un sommeil plus réparateur. Alors moi, j'aime beaucoup allier la théorie et la pratique et donc du coup, on vous a préparé avec Shirley une petite wishlist qu'on vous enverra avec le prochain mail que vous allez recevoir à la suite de ce webinaire. Ça va permettre d'avoir en fait de retrouver tout la nutrition, les compléments, la phytothérapie, la gémothérapie qui va vous aider justement à prendre soin de vous à petit prix parce qu'on sait à quel point en ce moment avec l'inflation, c'est un petit peu compliqué. Donc, on vous a fait une sélection qui est moins chère. Sachez que, je le rappelle pour les personnes qui nous suivent depuis longtemps, que grâce à l'adhésion Case Demi, vous avez entre moins 20% et moins 50% de réduction sur tous les produits du catalogue. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et puis, on a un petit bonus rien que pour vous avec le code Quasi-Sommeil dès 49 € d'achat. Vous aurez en cadeau notre nouveau complément Passiflore Valériane. Donc, ça tombe bien puisqu'on en a parlé ce soir. Alors, Shirley, il nous reste 10 minutes. C'est parfait pour les questions. J'en ai eu plusieurs, donc du coup, je vais vous les poser. Alors, la première question, c'était quel type d'oreiller choisir? Alors, ça dépend un petit peu de notre position de dormeur. Il faut vraiment que l'oreiller soutienne les cervicales. C'est ce qui va tout changer, en fait, au fond. Si on est un dormeur sur le ventre,
Là, par contre, il faut un oreiller qui est très fin parce que finalement, ça va faire alors, bon, je suis pas kiné ni ostéo, hein, s'il y en a dans l'assemblée, mais finalement, ça va faire une torsion cervicale et ça, à la longue, alors quand on est très jeune, c'est pas vraiment un problème, mais à la longue, ça pose vraiment des problèmes de tension cervicale. Donc si on dort sur le ventre, il faut un oreiller qui est fin. Après, au plus on est lourd, au plus on peut se permettre qu'il soit un tout petit peu plus épais. Ça dépend aussi du poids qu'on fait. Et si on dort sur le côté et sur le dos, il faut un oreiller qui a une forme un peu ergonomique, pas forcément à mémoire de forme, hein. Ça on aime ou on n'aime pas d'ailleurs, hein. Mais vraiment qu'il soit ergonomique pour que la tête, vous voyez que les cervicales reposent sur un petit coussinet. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre question. On me demande quelle position pour un bon sommeil? Alors, finalement, j'ai lu quelque chose, hein, un article il n'y a pas longtemps là-dessus, scientifique. La position importe peu. On a souvent dit: «Il ne faut pas dormir sur le ventre, il faut pas» en fait, il faut dormir dans la position dans laquelle vous êtes le mieux. Alors idéalement, hein, c'est vraiment l'idéal, c'est sur le côté avec un coussin qui est, collé finalement entre nos 2 jambes parce que sinon on est complètement en torsion. Voilà, ça c'est la position qui est dite idéale. Mais si dans cette position on ne dort pas, bon bah finalement c'est contre-productif. OK. Le magnésium est-il à prendre le soir au coucher ou le matin? Le magnésium, on peut le prendre quand on veut. Vraiment, ça n'a pas cet effet sédatif au fond. Donc vous pouvez tout à fait vous permettre, si vous avez une journée qui va être stressante par exemple, vous pouvez tout à fait prendre du magnésium le matin. Il y a quand on fait des cures de magnésium, hein, selon les compléments, mais on peut, les prendre tout au long de la journée, 3 fois par jour. Y a-t-il des types de magnésium à privilégier et quelle quantité prendre par jour? Oui, il y en a, les nouvelles formes de magnésium. Il y a, une vingtaine d'années, on utilisait beaucoup les oxydes de magnésium, de minéraux en général, oxyde de fer, oxyde de magnésium, qui ont une biodisponibilité très faible dans l'organisme. C'est-à-dire que votre corps, ne sait pas s'en servir, donc ça passe, et voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formes qui sont bien, bien plus biodisponibles. Vous avez les bisglycinates de magnésium, pidolate de magnésium ou dans les pharmacies, ils appellent ça aussi les minéraux chélatés, le magnésium chélaté. Donc là, vous allez avoir une grosse biodisponibilité et le grammage, ça dépend vraiment de votre statut en magnésium. Heu et ça dépend aussi du complément finalement. Ne vous inquiétez pas, le risque de faire une overdose de magnésium, d'en prendre trop est, absolument, inconnu. Alors, Myriam demande: «Est-il possible de passer d'un sommeil biphasique à monophasique? En effet, lorsque je travaille, je n'arrive pas à faire la seconde partie de ma nuit car je me rendors au moment où je dois me lever». Oui, donc c'est qu'elle elle doit se rendormir très tard ou se lever très tôt. Oui, il faudrait voir plus en détail quelles sont les heures. Est-ce que finalement elle peut se coucher plus tôt? Oui, c'est possible. Après, c'est vraiment, il faut vraiment s'y pencher. Je pense que là, être accompagné par un professionnel de santé, ça peut être pas mal. Les spécialistes du sommeil, qu'ils soient médecins ou pas d'ailleurs, se servent des fois de la mélatonine d'ailleurs pour ces décalages de phase. Dans ces profils-là, on va se servir de la mélatonine plus tôt dans la journée pour provoquer le sommeil plus tôt et donc le décaler un petit peu. Ça peut être une solution. Ah, plus tôt dans la journée? Oui, mais c'est vraiment très particulier, hein. C'est pour les cas de décalage finalement, Mmh, quand le sommeil comme ça n'est pas au bon endroit. Mais il faut que ce soit encadré, hein. Ça, on peut pas le faire tout seul. OK. Je bâille régulièrement vers 16 heures tous les jours. Est-ce le signe qu'il me faut faire une sieste? Pourquoi pas? Alors oui, en tout cas, là, le corps dit quelque chose. Il dit qu'il a sommeil et que, pourquoi pas, si vous avez l'occasion, je pense qu'il faut essayer. Si en vous allongeant à ce moment-là, vous vous endormez facilement, parce que si vous vous mettez une demi heure pour vous endormir, c'est que c'est pas le moment de faire une sieste. Mais si en vous posant, vous endormez dans les 5 minutes, c'est que oui, c'est peut-être le bon moment pour faire une sieste. C'est le moment aussi, dont on parlait tout à l'heure, le moment, de la synthèse principale de la sérotonine, hein. Donc il y a un petit moment de creux, c'est très physiologique, mais pourquoi pas essayer de faire une petite sieste à ce moment-là. Mais donc à 16 heures, il faut vraiment qu'elle soit, on est sur un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et alors quand on est au travail, comment fait-on? C'est une autre question. Alors oui, alors ça, c'est une très bonne question. Il y a plein de pays dans le monde, le Japon notamment, où finalement il y a des salles de sieste et c'est super, parce que tous les salariés peuvent avoir accès quand ils le veulent. En France, c'est pas du tout quelque chose qui est promu, donc c'est un peu compliqué, oui, à moins que votre, employeur soit d'accord, c'est compliqué.
Mon sommeil s'est modifié à la ménopause, sommeil perturbé, entre parenthèses. Que puis-je faire pour l'améliorer? C'est vrai qu'à la ménopause et dans d'autres moments de la vie qui sont un peu des tempêtes hormonales, il y a des modifications du sommeil. Souvent, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a des bouffées de chaleur qui sont associées. Donc on dort mal parce que la température corporelle augmente brutalement durant la nuit. On se retrouve trempé, donc avec l'impossibilité de se rendormir. Donc ça fait comme ça des phases éveil, endormissement qui finissent par altérer possiblement la qualité du sommeil. Si c'est ça qui en est à l'origine, il y a aussi des plantes qui sont spécifiques et des compléments qui sont spécifiques de la ménopause et qui marchent plutôt bien. Donc, il faut faire attention, par contre, aux contre-indications. Voilà, si on a souffert soi-même d'un cancer hormonodépendant, il faut faire attention au choix des plantes. Vous auriez des noms de compléments à nous donner? Alors, attendez, parce qu'ils s'appellent tous un petit peu pareil. Alors, pas forcément de marque. Moi, je parlais plutôt de plantes ou de composés. Alors, il y a le houblon, on en a parlé d'ailleurs dans les Oui, dans les plantes. tisanes qui marchent bien. Ensuite, j'arrive pas à retrouver le nom de. Pas forcément un complément. Hein. Bon, vous inquiétez pas, on vous le donnera. Donc, Delphine qui m'a posé la question, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous ai remis, Ouais. je vous remets. Attendez, hop. Voilà, hello@casdevine.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On sera ravis de les transmettre à Shirley. Et je vais Oui, reprendre une ou deux questions pour finir. Peut-on faire du sport à 18 heures? c'est le max. Ça dépend combien de temps ça dure et ça dépend à quelle heure vous vous endormez d'habitude. Après, c'est vrai que quand on travaille, bah, au fond, on n'a pas non plus le choix forcément de l'heure à laquelle on fait du sport. Je pense que 18 heures, honnêtement, c'est raisonnable. 18 h, 19 h, 18 h, 19 h 30, ça me paraît raisonnable. Après, les sports qui sont plus tard, il y a des sports, les sports co notamment, qui sont de 20 h à 22 h. Là, quand on a des troubles du sommeil, après, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand on a des troubles du sommeil, il faut y prêter attention. Alicia nous demande, existe-t-il de la documentation à propos de l'impact sur le cycle de sommeil du syndrome prémenstruel? Alors ça, je sais que Shirley, c'est aussi quelque chose qui vous parle. J'ai l'impression que mon sommeil est perturbé en plein SPM. Y a-t-il quelque chose à privilégier à ce niveau pour diminuer l'impact? Alors pareil, ça rejoint un petit peu finalement la question sur la ménopause parce que ça n'est pas le même fonctionnement hormonal, bien évidemment, mais il y a quelque chose de parallèle. Et effectivement, il faudrait, à ce moment-là, c'est assez juste. Et on me l'a souvent relaté, les troubles du sommeil et les troubles digestifs, même si ça n'a rien à voir là, associés au SPM. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là et il faudrait voir finalement quels sont les. Alors après, il y a des plantes féminines, le gâtillier, la millefeuille, qui sont à recommander à ce moment-là qui peut-être peuvent amener un confort. Mais il faut investiguer. Ok. Et la dernière question que je vais vous poser, que pensez des boules caisses? Les boules caisses, si on arrive à les supporter, pourquoi pas. Alors les boules caisses ergonomiques, pas quelque chose qui va vous faire mal à l'oreille, bon, même si je ne suis pas spécialiste. Je pense que si le sommeil est impacté par le bruit environnant et que c'est ça qui vous empêche de dormir correctement, il faut se servir de quelque chose qui bloque le bruit. Soit les boules caisses, soit les bandeaux qui finalement diminuent grandement le bruit ambiant, si c'est plus confortable. Mais je pense que c'est important, oui, parce que le bruit est vraiment un ennemi du sommeil. Okay. Bon, j'en refais une dernière question, parce que je fais que les 28. Mon sommeil est très perturbé les nuits de pleine lune, que faire? Alors ça, oui. Alors ça, c'est connu. Là, vraiment, j'ai pas la solution. C'est quelque chose que j'entends énormément, que je vis même moi-même. Voilà. Pourquoi? C'est fou quand même que cette planète, que notre Lune ait un impact aussi fort sur notre comportement et sur notre sommeil. Après, elle a un impact sur énormément de choses, nos rythmes biologiques, nos rythmes féminins. Elle crée les marées dans les mers. Donc bon, on peut se dire qu'elle a peut-être ça d'impact sur notre sommeil. C'est vrai qu'il y a quelque chose de mystique là-dedans, mais on s'était déjà fait le commentaire entre collègues chez Quasi Demi où effectivement on avait très mal dormi et on avait regardé, c'était les jours de pleine lune. Donc Kadia, vous n'êtes pas la seule. On est plusieurs, sans avoir les réponses, on est plusieurs concernés. Absolument. Un grand merci Shirley d'avoir pris le temps d'être avec nous pour nous parler du sommeil, c'était hyper intéressant.
Alors, pour les personnes qui souhaitent revoir le webinaire, il sera disponible. Il suffira de vous connecter sur le dernier mail que vous allez recevoir prochainement, où vous aurez à la fois la présentation avec les coordonnées de Shirley, l'email quasi demi pour pouvoir nous poser vos questions, et puis la wishlist et puis le replay. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Shirley. À bientôt. Merci beaucoup, Lucille. À bientôt.